Et le premier objet que je vous propose de regarder aujourd'hui, c'est cette mosaïque. Cette mosaïque est conservée dans un musée, dans un petit musée du vin à Boudry en Suisse, au-dessus du canton de Lausanne, où est conservée cette grande mosaïque, qui est une mosaïque qui fait 3,50 m sur 2,50 m, qui est une mosaïque assez spectaculaire, datée du IVe siècle de notre ère. Et cette mosaïque représente deux choses. Elle représente ce qu'on appelle un symposium ou un deipna. Je vous expliquerai, je tenterai d'expliquer la différence entre les deux. Et elle représente techniquement ce qu'on appelle un asarotos oikos, qui se traduit littéralement en grec par un sol non balayé. Donc il s'agit structurellement de ce qu'on appelle une mosaïque de salle à manger, et elle a pour fonction d'être un asarotos oikos, c'est-à-dire un sol non balayé. Le motif apparaît dans la période tardive de l'hellénisme, et Pline en fait la description suivante dans Histoire naturelle au chapitre 36 et fragment 60. Pline écrit: les carrelages sont une invention des Grecs qui arrivèrent à en faire une sorte de peinture jusqu'au temps où les mosaïques en prirent la place. Dans ce dernier genre, l'artiste le plus célèbre fut Sossos, qui fit à Pergame un asarotos oikos, donc une maison non balayée. On la nomme ainsi parce qu'il avait représenté en petits carreaux teints de différentes couleurs les débris du repas qu'on a coutume d'enlever avec le balai, et qui là semble avoir été laissé. On y admire une colombe qui boit et dont la tête jette de l'ombre sur l'eau. On en voit d'autres qui s'épluchent au soleil sur le bord d'un canthare. Évidemment, la description n'est pas la description de cette mosaïque que l'on voit ici, puisque cette mosaïque n'a jamais été retrouvée. On connaît l'existence donc de ce mosaïque qui s'appelle Sossos de Pergame, mais on n'a conservé aucune de ses œuvres. Mais techniquement, cette mosaïque représente un sol, représente un banquet et un sol non balayé. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs origines dans ce motif. La première origine de ce motif est donc un dispositif exclusivement esthétique, qui est joué sur la question des restes, et la question de la très grande complexité de ces petits objets faits avec des toutes petites tesselles. Donc, ils sont des tesselles de pierre et des tesselles de terre, de verre coloré. C'est des tesselles qui sont extrêmement petites et qui sont assemblées. C'est un travail extrêmement long qui réclame une extrême minutie pour arriver à la délicatesse du mouvement et la délicatesse de ça. Donc ça, c'est la première fonction. C'est une fonction esthétique et c'est un objet, évidemment, pour les riches maisons de la très haute bourgeoisie. La deuxième chose, c'est que c'est une relation un peu plus compliquée, qui n'est pas une relation esthétique, mais qui est une relation métaphysique, puisque dans les temps anciens, au début de chaque repas, il était nécessaire de laisser tomber des fragments de nourriture au sol en offrande aux dieux des enfers. Alors, parce que les dieux des enfers se nourrissaient de ces éléments, et parce que si on oubliait de le faire, on risquait de fâcher les dieux des enfers et de s'ouvrir en fait à une des formes de damnation. Donc l'idée avait été d'imprimer directement dans le sol, d'imprimer ces déchets, de sorte que si jamais on oubliait, les dieux ne pourraient pas en être fâchés, et ce qui nous économise évidemment par le même cas de balayer systématiquement après chaque passage. Et donc c'est précisément le motif de cette mosaïque, et c'est ça qu'on nomme les mosaïques comme maison non balayée. Donc cette image composée de multiples tesselles a une triple fonction. Elle a une fonction de représenter des déchets et en plus un banquet, donc c'est-à-dire c'est une image avec une fonction extrêmement simple en tant que telle. Elle a une autre fonction qui est celle d'un usage, qui consiste à prendre en compte évidemment l'usage du banquet, l'usage des formes de dévotion, l'usage d'un certain nombre de formes de croyances et de certains systèmes de rituels. Et puis, elle a en troisième fonction, qui est sa fonction la plus complexe, elle a une fonction d'être ce que j'appelle, moi, une image effective, et d'avoir une effectivité particulière, qui est ce qu'on appelle une effectivité métaphysique. Parce que cette image est donc, il faut l'imaginer double, c'est-à-dire que cette image est en mesure de s'adresser aux dieux, et elle est en mesure aussi de s'adresser aux hommes. C'est-à-dire qu'il y a une face qui s'adresse aux hommes, c'est-à-dire ce que vous regardez, et puis il faut imaginer que le revers s'adresse aux dieux des enfers. Il faut alors s'imaginer que ces images puissent être regardées donc par le dessus et par le dessous et par le revers, et que les dieux le regardent depuis le dessous. Il s'agit au sens propre d'une image effective métaphysique qui présuppose que les dieux se suffisent des images pour se nourrir,
et qu'ils se suffisent non pas de la matérialité des aliments, mais exclusivement de la matérialité de la représentation des images, qu'ils n'ont pas besoin des aliments pour ça et que l'image suffit. Je vous rappelle à ce titre que de la même manière, quand on procède à un sacrifice dans le monde antique, ce que les dieux consomment, c'est exclusivement la fumée. Les dieux ne consomment aucune partie de l'animal, rien n'est laissé aux dieux, puisque la totalité de l'animal est consommée par les hommes. En revanche, il y a une partie qui est réservée, qu'on appelle les ectas, qui sont les viscères, qui eux permettent de faire une divination, mais qui sont de toute façon consommés par les humains après. Et ce que consomment les dieux, ce sont la fumée. Les dieux ne consomment pas autre chose que la fumée. Et ici, c'est là aussi, c'est assez étonnant, c'est-à-dire de considérer que, d'un point de vue pour la pensée grecque ou la pensée romaine, considérer qu'effectivement les dieux ne se nourrissent que des images et que les dieux n'ont pas besoin de la substance des choses pour pouvoir se nourrir. Les dieux n'ont besoin que de la représentation. C'est à la fois extrêmement moderne, c'est à la fois un peu voyou de la part de nos amis antiques, de considérer que se garder la part des choses et de se considérer que le monde métaphysique n'a besoin que de la représentation. C'est à la fois effectivement une grande escroquerie et c'est à la fois conceptuellement extrêmement puissant de considérer que cet espace métaphysique, lui, n'a besoin que de la représentation et pas d'autre chose. Donc voilà, ce qui est fascinant, c'est de considérer que cette mosaïque, elle a ce double rôle, ce rôle d'être un élément décoratif et en même temps d'être un élément métaphysique. Cette mosaïque était récupérée probablement dans ce qu'on appelle le Levant, donc probablement aux alentours de soit la Syrie, soit le nord du Liban. On ne sait plus exactement où en tout cas, mais en tout cas probablement par là. Cet objet donc appartenait à une famille probablement extrêmement riche. C'est une mosaïque donc de l'extrême partie orientale de l'Empire au IVe siècle, mais qui représente quand même exactement la vie mondaine sous la fin de l'Empire romain, donc au IVe siècle. Cette scène vous met en scène un certain nombre de personnages, 9 hommes, d'âges différents que vous pouvez remarquer en fonction de leur barbe ou de leur non-barbe. D'ailleurs, plus on est vieux, plus on a de barbe, moins on est vieux, moins on a de barbe. Et en plus de ces 9 hommes, vous voyez s'affairer autour de ces personnages 7 esclaves, 7 serviteurs esclaves, mais ils sont esclaves parce que vous les reconnaissez à cette chose très particulière qui est cette coupe particulière de l'esclave, donc la tête rasée et effectivement une mèche de cheveux sur le côté. Donc vous en avez un ici, vous en avez un là encore, ici. Et le seul qui ne l'a pas, c'est celui-ci, qui présuppose que le personnage du centre est probablement un serviteur, mais qu'il aurait un statut particulier. Soit il a été affranchi, soit il a un statut particulier parce que c'est celui qui procède au service et à la découpe des viandes. Qui reste une fonction particulière, mais en tout cas, il y a cette figure au centre qui est celle-ci. Voilà, donc c'est une scène sur un lit rond qu'on appelle un deipnon en grec, qui est cette sorte de table où on se met couché, la tête vers le centre et vers la table, qui est un des formats particuliers de ces banquets anciens. La différence entre un deipnon et la différence entre un symposium, elle est relativement simple. Le symposium est consacré essentiellement à la boisson, c'est-à-dire que vous commencez par quelques appetizers et puis après vous buvez, en règle générale abondamment. C'est la forme du banquet chez Platon. C'est précisément un symposium qui est plutôt un lieu de rencontre et un lieu de discussion. Là, vous avez plus précisément ce qu'on appelle un deipna, c'est-à-dire un banquet couché, qui est ces grands dîners officiels, peu de gens. Et où là, on est sur un service complet, puisque là, vous savez, on est au moment du service des volailles. Et puis sur les côtés, vous avez le service du vin que vous voyez à droite. Voilà, donc on est sur une représentation très, très conventionnelle d'un dîner dans une grande maison de la fin de l'Empire. En revanche, il y a plusieurs choses qui m'intriguent dans cet objet, et une des choses qui m'intrigue, et qui est un jeu du mosaïste, qui n'oubliait probablement pas la citation de Pline et la référence à la colombe dans la première mosaïque de Sossos, qui est la présence de ce petit chat ici. Alors, la présence de ce petit chat, il a plusieurs possibilités, parce qu'en fait, il vous permet, à partir de ça, de comprendre qu'il y a 3 niveaux pour interpréter les déchets. Le premier niveau, c'est ceux qui sont les déchets qui sont impropres, ceux de la sarotos oikos. Donc les déchets qui appartiennent à la mosaïque de la salle à manger qui est représentée. Okay ?
Puis ensuite, il y a un deuxième niveau de déchets qui sont les déchets qui sont plus dans la mosaïque représentée de la salle, mais les déchets abandonnés par les convives même représentés dans le banquet. Puisque ce que le chat est en train de manger, c'est donc pas c'est un truc qui est dans la mosaïque, c'est donc forcément quelque chose qui a été laissé par les convives de la représentation. Et donc, il pourrait évidemment y avoir un troisième niveau de ces déchets, qui sont les déchets abandonnés par les convives qui voyaient et qui mangeaient au-dessus de cette mosaïque. Et donc, vous avez trois niveaux de déchets qui se superposent. Et le chat, en fait, permet d'intercéder pour le spectateur. Il permet d'intercéder, de comprendre l'ensemble de ces niveaux de représentation entre tous ces éléments. Et puis enfin, dernier petit commentaire pour comprendre cette petite chose, c'est que si vous regardez donc l'état général de cette fresque, de cette mosaïque, pardonnez-moi, vous avez donc, comme je vous l'ai dit, une représentation très archétypale d'un dîner classique dans une grande demeure romaine, et vous pouvez faire une analyse assez précise des déchets qui sont dans la représentation, donc qui sont à la fois ceux de l'Asarotos Oikos 1, c'est-à-dire représentés dans la mosaïque, et l'Asarotos Oikos 2, c'est-à-dire représentés pour la salle à manger du personnage. Et vous voyez parmi tous ces éléments, alors on peut les énombrer, hein. On voit beaucoup d'os et de pattes de volaille. On voit des épaules de gigot ou des épaules de chevreau. On voit des mâchoires de sanglier ou de porc. Vous en avez une là qui est absolument parfaite. Vous en avez encore une ici qui est là, probablement parfaitement la mâchoire d'un sanglier. Vous avez des arêtes et des têtes de poisson un peu partout. On peut y voir ici par exemple l'arête d'un Saint-Pierre. Donc c'est assez identifiable parce que c'est assez précis. Là ici vous avez un aspal, là, qui est l'os probablement d'un gigot, d'une épaule d'agneau. Voilà, vous avez plein de choses. Vous avez des fruits de mer, vous avez des têtes et des carapaces de crevettes et de langoustines. Vous en avez une qui est dévorée par une petite souris qui est ici. Vous avez des coquilles d'un peu toutes sortes de choses, des coquilles de coquillage et des coquilles d'escargot. Vous avez des feuilles de blettes et de choux, et vous avez une abondance de noyaux, d'olives et de fruits. Donc voilà pour ce que j'avais à vous montrer sur cette image, que moi j'appelle une image effective métaphysique. C'est une image qu'il faut comprendre en double sens, c'est-à-dire c'est une image qui vous dit quelque chose en tant que telle, mais c'est une image comme usage, puisque ces Asarotos Oikos sont évidemment une trouvaille assez ingénieuse pour arriver à utiliser l'image comme un dispositif d'usage et comme un dispositif métaphysique. Voilà pour ce premier très petit cours Filiconi.